60% en une journée. De mémoire, pas que je n'ai jamais vu ça, mais sur une compagnie de cette taille et dans ce secteur d'activité-là, non, je ne me rappelle pas avoir vu un moins 60 en une journée. Très souvent, c'est le genre de variation qu'on voit généralement sur des compagnies frauduleuses ou bien qui ont un business model ici balbutiant ou également ici qui était extrêmement surévalué, qui n'avait pas de revenus ni de free cash flow. D'accord ? Mais sur Worldline, franchement, je ne m'y attendais pas du tout. Encore que je ne m'y attendais pas du tout parce que c'est une compagnie que moi j'aimais bien. Quantitativement, je l'aimais bien. Et également, qualitativement, je comprenais à peu près ce business-là parce que, comme je l'ai dit souvent, je suis actionnaire d'une compagnie aux États-Unis qu'on appelle GPN, qui est sur à peu près le même traîneau. D'accord ? Alors, quand ce genre de variation arrive, je sais qu'il y a 1 milliard de personnes qui vont se poser la question ici. Qu'est-ce que je fais ? Je vends, etc. On vous avait dit, on n'achète pas un couteau qui tombe, machin, bla, 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 bla. Si vous êtes déjà dans Worldline ou bien Téléperformance, si vous êtes sur Téléperformance, vous comprenez ce que je veux dire. Ça dépend également de vos prix d'acquisition. Et également, on pourra en reparler. Mais vous avez vu le nom de cette chaîne ? Comment ça s'appelle ? Cette chaîne s'appelle Top Invest. Lisez vos rapports financiers. Et à chaque fois que j'analyse une compagnie, je vous rappelle toujours une chose, j'ai du mal à appeler ça une analyse fondamentale, on appelle ça de l'analyse quantitative. Ça permet de poser des questions, ok ? Et vous ne pouvez pas investir sur une quelconque quantité sans lire les rapports financiers. Alors, je n'ai pas disparu pour ceux qui me cherchent, d'accord ? J'ai perdu mon téléphone et j'ai beaucoup de choses à faire en ce moment. Actuellement, il est 2h40 à Montréal et les choses à faire sont en relation avec tout ce qui concerne YouTube et le service premium ainsi que les formations. Les 2h40 à Montréal, donc vous comprenez que je ne dors pas. Donc, vous entendrez parler de moi sur les jours à venir, mais je pense que je vais faire de moins en moins de vidéos parce que j'ai de moins en moins de temps ici et je dois m'arranger en conséquence. Mais n'empêche que pour des sujets pareils ici, j'ai laissé reposer un tout petit peu le sujet ici parce que je me dis ça sert à rien de surréagir à chaque fois. Il faut prendre la peine de lire les rapports financiers, d'écouter les conférences calls. Déjà, c'est une activité qui prend du temps quand c'est déjà une entreprise que vous avez en portefeuille. Imaginez donc quand c'est une entreprise que vous n'avez pas. D'accord ? Donc, j'ai écouté le conférence call, j'ai lu les rapports financiers ici, mais c'est pas ça que je vais mentionner en date d'aujourd'hui. Je vais parler de Worldline et je vais également parler de Téléperformance. Parce que les deux vont dans le même sens. Et vous allez comprendre pourquoi. Alors, j'ai assez de recul aujourd'hui pour ne pas regarder uniquement les éléments quantitatifs quand je vais bâtir ma thèse d'investissement. C'est important. Mais ce n'est pas ça qui va me pousser à acheter. D'accord ? Ou à vendre d'ailleurs. Parce que les éléments quantitatifs peuvent se détériorer ici, mais pourtant vous restez dessus parce qu'il y a peut-être autre chose. Ok ? Et je ne dis pas forcément que j'aurai raison, hein. Faites attention. Alors, sur Worldline, d'habitude, j'ai pas de dislike ou quoi que ce soit. Quand je vois 4 dislikes ici, il y a toujours 2 bonhommes ici qui sont toujours fâchés avec moi. Mais quand j'en vois 4, ça veut dire ça touche 2 personnes en supplément ici. Alors, pour moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout les questions. Et il y a quelqu'un qui a posé une très bonne question ici, à savoir, elle est où ? Voilà, c'est celle-ci. Pourriez-vous faire une vidéo tuto sur les principales informations analysées sur les actions ? Merci. Bon, Berduc, je sais même pas si c'est ton nom, mais en tout cas c'est ton pseudo. C'est une très bonne demande que tu as effectuée ici. Je vais essayer d'y répondre. Et pour y répondre ici, je vais vous dire une chose. Ça fait 10 ans que je lis des rapports financiers et c'est pas 10 ans à la poubelle. Vous pouvez retourner, regarder. J'ai une vidéo qui date de 2014 par là, je sais même pas, c'est sur la chaîne principale. Si vous pensez que le 10 ans c'est quelque chose que j'ai pris comme ça, allez-y voir. Je pense que cette vidéo-là, elle date à peu près de, je crois que c'était en 2014 ou 2015 par là. Bref, je lisais déjà des rapports financiers à cette période-là. Et très tôt, j'ai pris pour habitude de noter à peu près les éléments
qui devrait être absolument vérifié à chaque fois que je revenais, à chaque fois que je devrais analyser à nouveau une compagnie dans un type de secteur d'activité en particulier. Rappelez-vous, selon le Global Industry Classification Standard, il y a 11 secteurs d'activité. 11 secteurs. Dans ces 11 secteurs, il y a 25 groupes d'industrie. D'accord ? Sous ces 25 groupes d'industrie, on peut déterminer 74 industries. Et sous les 74 industries, on peut déterminer 163 sous-industries. Première chose, ces 11 secteurs s'analysent différemment. Les questions à poser sont totalement différentes déjà sur les 11 secteurs. Ensuite, dépendamment des industries, vous imaginez encore qu'il y a encore une différence à faire au niveau du questionnement. Une compagnie, par exemple, quand on prend une compagnie ici dans le segment du real estate ici, ça prend en considération, je pense dans real estate, vous allez voir apparaître ici des compagnies comme des développeurs également dans les real estate et également les rates. OK? Un développeur ne va pas s'analyser de la même façon qu'une rate. Ça sera totalement différent. Donc, le questionnement est différent. Et comme je l'ai dit ici, c'est surtout le questionnement qui est important pour moi. Le questionnement, poser les bonnes questions. Pour moi, les PER, bénéfices nets, croissance de revenus, dividendes, etc., c'est bien. Mais ce n'est pas ça qui va m'aider à tenir à long terme. Rappelez-vous, quand une entreprise est en difficulté, quand le prix d'une action chute, qu'est-ce qui vous pousse à investir ? Est-ce que c'est parce que le PER est bas ou bien c'est parce que vous comprenez la compagnie ou vous comprenez l'industrie dans laquelle vous mettez les pieds ici aujourd'hui, les problèmes à court terme ainsi que le potentiel à long terme? Est-ce que vous avez confiance au management, etc. Dernièrement, Xavier Delmas a fait une vidéo par rapport aux checklists. Et c'est drôle parce que j'en avais fait une il y a très longtemps, je ne sais même plus laquelle. Mais pour ceux qui sont sur cette chaîne depuis très longtemps, vous savez que j'ai fait une vidéo sur les checklists. Et je vous ai dit à quel point c'était important. Ma checklist est énorme. Voilà, il y a une checklist pour la partie de la profitabilité, l'endettement, etc. Mais également, j'ai des checklists pour chaque secteur d'activité, chaque industrie. Quand je dis chaque industrie, je n'en ai pas 74. Mais j'en ai au moins une cinquantaine. On peut même réduire ça à une quarantaine ici parce que sur les banques, j'ai les régionales, les multinationales, les capital markets. Parfois, vous avez des banques qui font les trois, mais en général, les trois peuvent être influencés par la même chose. Les taux d'intérêt influencent les trois, par exemple, ici. OK? Donc, quand je prends une entité comme Worldline, je sais ce que je cherche. Je connais le raisonnement sous-jacent ici sur Worldline, c'est la consolidation du secteur du paiement processing en Europe surtout. C'est le raisonnement derrière. OK? Vous allez voir ici que téléperformance, excusez-moi de parler de téléperformance parce que je ne dirais pas que les deux sont liés, mais la façon dont je vais analyser cette compagnie-là, c'est la même façon dont je vais analyser, parce que je les mets à peu près, et puis d'ailleurs, elles sont même à peu près dans le même segment, dans la même industrie. Data Processing and Outsourcing, and Outsource Service. Donc, traitement de données ici et services d'externalité. En fait, les deux entreprises sont dans la même industrie. Mais elles ne font pas la même chose dans cette industrie. Il y a data processing, il y a outsourcing. Data processing, vous avez des compagnies, Visa va rentrer à l'intérieur. Vous avez des compagnies comme également GPN, Fiserv, Jack Henry. Vous avez des compagnies comme Worldline. Sur le outsourcing, vous allez avoir Genpact, vous allez avoir Téléperformance, Concentrix et d'autres entités. Je pense même que même outsourcing, Atos peut me rentrer à l'intérieur. Donc, ces entités-là s'analysent de différentes manières. OK? Et c'est très bien parce que j'ai pris l'habitude d'écrire. Et je vous encourage également à le faire ici. Donc, ce que je vais vous résumer là, c'est plusieurs années de lecture. OK? Vous allez avoir un gain de temps énorme uniquement avec ce que je vous mentionnais tantôt. Pour ceux qui n'ont jamais lu, bien sûr, ceux qui ont déjà eu l'habitude de lire ici, peut-être que vous allez vous rendre compte qu'il y a des questions ici qui reviennent et qui sont des questions ici qu'on devrait même se poser toujours sur ce genre de secteur d'activité-là. Bref, qu'est-ce que c'est? Alors, ici, comment analyser une entreprise dans ce secteur? Le secteur, c'est quoi? C'est Data Processing and Outsource Services. D'accord? Ça veut dire traitement de données et services d'externalisation.
Donc, pour ne pas perdre le fil des idées ici, je vais à peu près mis ça ici en propre. Voilà ce que ça donne. Et ça, c'est juste une partie. Je ne vous ai pas donné la totalité. Ce truc-ci fait à peu près... parce qu'il y a la partie... vous avez la partie qualitative, la partie quantitative, les drivers ici de la croissance, ou bien c'est les éléments qui pourraient... Les catalyseurs ici du secteur, donc les éléments qui pourraient impacter positivement comme négativement ce secteur d'activité-là, ainsi qu'une définition sommaire ici des différentes entités qui rentrent dans ce segment-là. Par exemple, quand je vais prendre le Grand Transportation, donc transport terrestre ici, ça prend en considération les camions, ça prend en considération le chemin de fer. Donc, ces deux industries-là vont rentrer dans ce segment-là. Donc, chacune de ces industries-là, oui, c'est le transport, mais les questions à poser sont différentes. OK? Surtout, et ça, on aura toujours ici une vision nord-américaine, mais vu que la plupart, on a énormément d'entités nord-américaines qui sont internationales, donc ce sont des questions ici qui s'appliquent à une compagnie comme Worldline. OK? Et comme je l'ai dit ici, si vous comprenez la dynamique ici, dans tout ce qui concerne ici les paiements en ligne, vous allez comprendre pourquoi est-ce que Worldline est intéressante sur le marché européen. Et pourquoi est-ce qu'une entité américaine, il sera difficile pour une entité américaine de venir faire concurrence à Worldline sur le marché américain, européen. OK? Bref, allons-y. Au fur et à mesure que je vais le lire, je vais commenter. D'accord? Et je vais vous dire que ça, c'est la partie la plus importante parmi toutes les vidéos qu'on a à faire ici. Comme je dis toujours ici, les chiffres, c'est bien, mais ça ne vaut absolument rien du tout si vous ne collez pas un narratif qualitatif derrière. OK? Donc, il est essentiel de connaître la situation économique générale et les perspectives des entreprises pour déterminer la vigueur globale du sous-secteur du traitement des données et des services externalisés. OK? C'est important de connaître à peu près la situation globale ainsi que les perspectives des différentes entreprises. Quelles sont les tendances actuelles? Quelles sont les tendances actuelles dans le secteur ici de l'externalisation / service à la clientèle? Les tendances actuelles, c'est quoi? Dans les tendances actuelles ici, on a plutôt affaire de plus en plus ici on a du offshoring ici, donc c'est-à-dire que les entités veulent de plus en plus avoir le même service, mais à l'extérieur des pays ici, ce qui coûte généralement moins cher en termes de main-d'œuvre pour Téléperformance ici, mais également pour les entreprises en elles-mêmes ici, ça coûte moins cher. Dans tous les cas de figure, Téléperformance gagne et ça sera un problème. Et ils vont à peu près rattraper ici au niveau des volumes. Mais également, vous allez voir l'intelligence artificielle est venue impacter, enfin, mettre des nuages gris à l'horizon. Téléperformance va publier ses résultats, je ne sais pas quelle période, mais voilà, je pense qu'on va à peu près voir qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là. Et je ne serais pas étonné ici qu'il y ait peut-être une variation extrême au cas où le marché, l'entité ici ne délivre pas des résultats extraordinaires. D'accord? Dans tous les cas de figure, il faut regarder à long terme. Et le long terme ne veut pas juste se dire masturber avec excusez-moi du terme, je vais être très violent verbalement aujourd'hui. Se masturber avec le terme long terme, sans toutefois regarder ce que ça implique. OK? L'intelligence artificielle, oui, il y aura des impacts, mais qui peut vous dire ici aujourd'hui à quoi ça va ressembler? Est-ce que les entités qui font confiance à Téléperformance aujourd'hui sont enclins elles-mêmes ici à reprendre ici les services ici d'externalisation concernant ici à reprendre ici en interne tout ce qui concerne ici le service à la clientèle? Est-ce que vous êtes déjà... Et je pose toujours cette question-là parce que pour moi, c'est une question très importante. C'était la même chose ici avec les bots. Jusqu'à présent, je pense que même les bots, on les externalise. Pourquoi est-ce qu'on ne les gère pas en interne? Pourquoi est-ce que ça serait très différent par rapport à l'intelligence artificielle? Bref, la question à poser ici n'est pas du côté de Téléperformance, mais du côté ici des clients de Téléperformance. C'est à eux qu'il faut poser cette question. Est-ce que vous les connaissez? Et si quelqu'un parmi vous ici travaille dans une boîte qui fait appel à Téléperformance pour son service à la clientèle, essayez de poser des questions aux personnes qui prennent des décisions. Pourquoi est-ce qu'on fait confiance à Téléperformance ou bien une autre entité dans le même secteur d'activité? Pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas en interne? Surtout avec tout ce qui concerne l'intelligence artificielle ici. Demandez et vous aurez les bonnes réponses. Il y a des services sur lesquels on peut avoir ces réponses-là. Mais ça coûte des dizaines de milliers de dollars. Juste l'abonnement annuel. Donc, voilà à peu près les questions que je vais poser au niveau de... Enfin, pas les tendances actuelles au niveau de l'externalisation. Et la tendance également au niveau de l'externalisation, je parle toujours de Téléperformance, hein, la tendance ici est à... comment on appelle ça?
le terme va m'échapper ici, pourtant. La tendance ici est à la sous-traitance. Donc, les entreprises ne veulent plus gérer en interne le service à la clientèle. D'accord? Elles donnent des contrats à des compagnies tierces comme Téléperformance, Concentrix, etc. OK? Pour pouvoir gérer ça avec un cahier de charges, bien sûr, à respecter. C'est une industrie qui est... Enfin, je pense que j'en avais parlé sur la vidéo de Téléperformance, je ne vais pas revenir dessus. OK? La taille de l'industrie, le taux de pénétration est encore minime, donc il y a également de la croissance derrière. Tous les nuages gris par rapport ici à l'intelligence artificielle, etc., je peux les comprendre, d'accord? Mais n'oubliez pas, posez toujours la question de savoir, et si il fallait même utiliser cette intelligence artificielle, est-ce que les entreprises veulent le faire? Bref, ça reste une question. Maintenant, ce qui concerne ici le segment ici du traitement des données, data processing, donc traitement ici, on appelle ça traitement des données, mais c'est data processing, payment processing, il y a beaucoup d'entités qui rentrent à l'intérieur, mais voilà, le traitement des données va concerner, parce que le traitement de données, c'est le paiement par carte, c'est le traitement des données, va concerner Worldline. La dynamique est à quoi aujourd'hui? La dynamique ici est à la consolidation. Les entités doivent être de plus en plus grosses ici aujourd'hui pour générer des économies d'échelle. D'accord? Parce que les coûts fixes pour ce genre d'industrie-là sont énormes. OK? Les volumes de transactions de paiement, que ce soit en offline ou online ici par carte, augmentent de plus en plus. Or, le taux de pénétration en Europe ici est encore très bas par rapport aux États-Unis. Je pense qu'en Europe, on est encore à du 30%. Et la plupart ici des volumes sont gérés par les banques. Vous avez vu dernièrement le contrat entre Worldline et Crédit Agricole. En termes de volume de paiement, Crédit Agricole est le premier sur le marché français. Et tout ce qui parle, quand on parle de volume, on parle de commission derrière. Donc on parle ici d'un gros contrat ici pour Worldline qui n'est pas encore mis en place. C'est un contrat qui va commencer en 2025. En 2025. Ça ne se voit pas encore. Et je ne suis même pas encore revenu sur les problèmes ici de l'Allemagne, mais parce que je ne voulais pas parler de ça en particulier. Je vais rentrer d'abord, je vais terminer cet article-ci, et si je me rappelle, on va le brosser. OK? Donc, quelles sont les tendances actuelles? Quels sont les facteurs clés qui influencent la croissance du secteur? Au niveau des téléperformances, ici, les facteurs ici sont simples. Les entités ici veulent de moins en moins gérer le service à la clientèle. OK? Enfin, c'était le cas précédemment. Maintenant, faut voir. Comme je l'ai dit ici, il faut poser les bonnes questions aux donneurs d'ordre. OK? Concernant ici le secteur des paiements, avec l'avènement ici du commerce en ligne et l'avènement ici du paiement, et le développement ici du paiement par carte par carte, les entités sont de plus en plus portées, d'accord? Enfin, les consommateurs payent de plus en plus avec leur carte. Et si elles payent de plus en plus avec leur carte ici, il faut à peu près offrir aux commerçants une solution qui leur permet ici de ne pas se poser 1 milliard de questions. OK? Que ce soit au niveau de la gestion ici du risque, que ce soit au niveau ici de la gestion ici des programmes de fidélité, etc., etc. OK? Parce qu'il ne s'agit pas juste d'aller dans un magasin, poser votre carte ici sur un terminal et c'est terminé. Non. Il y a beaucoup de choses qui se passent derrière. Dans le payment processing ici, il y a une multitude d'entités qui apparaissent. Et par exemple ici pour ce document-ci, voilà, j'ai à peu près ce tableau-là, mais le but de cette vidéo n'était pas de présenter ce tableau. Donc c'est surtout le questionnement derrière, au-delà de ça. OK? Et dans le segment en Europe, c'est l'heure de la consolidation. Parce qu'aux États-Unis, la consolidation est presque terminée. OK? Donc ici, les gros, plus vous êtes gros, mieux c'est. Et comme entité européenne, ici, il n'y en a pas beaucoup. Worldline fait partie des premiers. Vous avez également Nexi dont il y avait des rumeurs de rachat ici dernièrement. Et suivez bien la rumeur de rachat ici. Si elle se fait racheter, allez-y regarder les documents qui vont être publiés pour ce rachat-là. Vous aurez des informations par rapport à combien est-ce qu'un investisseur privé ici est prêt à payer, pour un private equity est prêt à payer pour ce genre d'entité-là. D'accord? Les volumes sont de plus en plus élevés également. Les volumes de transactions sont de plus en plus élevés en Europe. D'accord? Et la plupart ici des transactions s'effectuent encore
en cash et en chèque. Je pense qu'on parle ici de plus de 60%. Or, aux États-Unis, on est à une trentaine de pourcents. Et vous remarquez qu'en Europe, si présentement on est à 60%, donc ça veut dire qu'il y a un potentiel ici de monter. Si le paiement par chèque, par carte est encore à 60%, ça veut dire qu'il y a un potentiel ici de baisser à 30%. OK? Donc, si on baisse à 30%, ça veut dire qu'il y a une augmentation ici des transactions avec les cartes. Donc, ça veut dire qu'il y a une augmentation des volumes en termes de nombre de transactions pour Worldline. Donc, la croissance ne va pas s'arrêter là. Elle ne va pas s'arrêter là. Et ne me croyez pas sur parole, hein. Ce n'est pas le but ici. Comme je l'ai dit, la chaîne s'appelle Lisez vos rapports financiers, donc restez curieux, faites vos propres recherches. Allez fouiller. N'attendez pas qu'on vous donne tout cuit. Non. Parce que si vous attendez que quelqu'un vous donne les bonnes réponses ici, vous ne saurez même pas déterminer si c'est la bonne réponse ou pas. Parce que vous n'avez même pas fait un effort de recherche derrière. Ça aussi, il faut le prendre en considération. OK? Donc, quels sont les facteurs qui influencent la croissance du secteur? Voilà des questions que moi, je vais me poser. Les réponses à ces questions peuvent aider l'investisseur à mieux comprendre les forces sous-jacentes qui façonnent le marché du traitement de données et des services externalisés. Ce sont les forces sous-jacentes qui nous intéressent, qu'elles soient positives ou négatives. Or, est-ce que vous allez les voir sur les bénéfices nets? Non. Mais non, ça ne se voit pas. On peut être sur une période ici aujourd'hui où tout se passe bien. Qu'est-ce que vous en savez? Il faut aller vérifier pourquoi est-ce qu'on a de la croissance. Pourquoi? C'est pour ça que quand je regarde une entité qui a de la croissance, je m'en fous en fait de la croissance. Hein. Tant que je n'ai pas la raison derrière, ça reste une information supplémentaire. Et la raison maintenant, je vais pouvoir juger si elle est durable ou temporaire. OK? Donc, pour évaluer la situation d'une entreprise individuelle dans cet environnement, il est important de prendre en compte les facteurs qualitatifs et quantitatifs qui affectent la situation de l'entreprise. Et quand je parle du quantitatif, oui, revenus, grosse margin, etc. Mais il y a des particularités dans le revenu. Il y a des particularités au niveau des marges. Il y a des particularités au niveau de la reconnaissance ici des revenus, etc. Il y a des particularités ici au niveau ici des free cash flow, des free cash flow, ou bien même au niveau ici comment on appelle ça, des normes comptables. Par exemple, quand vous regardez là, le segment de vente au détail pour une entreprise, par exemple, qui vend dans un grocery store, l'inventaire ici est très important. La méthode d'inventaire ici est très importante. Si vous voyez une entreprise utiliser du LIFO et FIFO, donc first in, first out, ou première entrée, first in, first out, c'est première entrée, première sortie, ou bien la méthode ici last in, first out, donc dernière entrée, première sortie. Pour vous, ça ne vous dit peut-être rien, mais c'est très important. C'est très important. Ça peut avoir une influence sur les marges. Est-ce que vous le savez? Et vous allez me dire, mais Thierry, tu compliques tout. Mais cet environnement-là est compliqué. Non, ce n'est pas compliqué, c'est une question d'habitude. C'est pour ça que depuis le début ici, à chaque fois, je vous dis, les amis, lisez vos rapports financiers. Je ne veux absolument pas qu'on assimile une analyse quantitative à une analyse fondamentale. Dès le début, depuis le début de cette chaîne-là, je vous le dis toujours. Le quantitatif ne vaut rien s'il n'y a pas de qualitatif derrière. Et le qualitatif ne vaut rien s'il n'y a pas de quantitatif derrière. Les deux sont indissociables. En tout cas, on continue. Facteur qualitatif. Un investisseur peut se faire une idée du positionnement fondamental d'un fournisseur de services en identifiant les marchés sur lesquels il est en concurrence et en comprenant la dynamique de croissance. Vous avez lu les rapports financiers de Téléperformance, comment on appelle ça encore? De Worldline? Ou bien le conference call? Le dernier conference call, le management mentionnait ici que on n'est pas très, on est protégé par rapport ici à la consommation, aux dépenses ici discrétionnaires. Donc, on pourra survivre. Or, quand les taux d'intérêt augmentent, on coupe généralement les dépenses discrétionnaires. Donc, tout ce qui concerne ici les SEB, tout ce qui concerne ici les Whirlpool, tout ce qui concerne ici les Align Technologies, quelqu'un m'a posé la question dernièrement ici. C'est normal que ces entités-là se cassent la gueule. Hein. C'est normal. Actuellement, les poches des consommateurs sont de plus en plus tendues. OK? Donc, c'est également temporaire. Donc, l'entité dans laquelle vous allez investir ici aujourd'hui, l'acheter à 20 fois les bénéfices, alors qu'on aura peut-être un relancement ici de la croissance, il faut faire attention. Et au dernier conférence call, le management mentionne ici que
Il y a un analyste, le manager mentionne ici que oui, on a été touché en Allemagne ici par la consommation discrétionnaire, etc. Il y a un analyste qui lui a posé la question, mais la dernière fois, vous nous avez dit le contraire, que vous étiez protégé. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, c'est différent? Ça, quand je vois ça, ce genre de réponse-là, quand je vois ce genre comment on appelle encore ça? Ce type de prise de parole, de réponse, ce genre de prise de position du management, je me questionne sur la qualité du management. Et la qualité du management est déterminante pour une entité ici qui fait des acquisitions. Parce qu'à faire l'acquisition d'une compagnie, ce n'est pas aussi facile que vous le pensez. Hein. Il ne s'agit pas juste d'acheter la compagnie. Il faut l'intégrer. L'intégrer, il faut également, vous prenez également en considération la culture de l'entité que vous êtes en train de racheter. Si vous avez une entreprise, par exemple, qui avait l'habitude ici d'avoir une semaine ici de 4 jours, d'accord, avec ici des vacances, en veux-tu, en voilà, travail à domicile, crèche, etc. Et que vous arrivez, vous rachetez cette entité-là et vous coupez tout. Vous pensez que les employés seront contents? Il y aura un clash par rapport à votre entreprise où les employés sont habitués ici à travailler 5 jours, rien à voir ici, même pas d'assurance ou quoi que ce soit. Imaginez quand ils entendent que dans d'autres entreprises, ça se passe aussi bien et que vous fassiez racheter par une entreprise qui traite mal ses employés. Qu'est-ce qui va se passer? Sur du téléperformance, on sait pertinemment que la base du téléperformance, c'est d'abord les employés. C'est l'exploitation de ces employés-là. Ça, c'est visible depuis. Et vous savez que ce n'est pas un business extraordinaire. OK? Pour ceux qui ont déjà travaillé dans un centre d'appel, ce n'est pas extraordinaire du tout. Et leur business avant tout, c'est d'aller dans des régions où on va payer les gens au lance-pierre. C'est ça. Bon, lance-pierre même, ça va, c'est trop dur. Au salaire minimum. Après, on va vous dire, oui, mais non, pour le pays, excusez-moi, ça fait quand même partie d'un revenu assez moyen, au supérieur à la moyenne. OK. Mais votre véritable business, alors, c'est ça, en fait, c'est l'exploitation. OK. Si vous êtes en accord avec ça, il n'y a pas de souci. C'est un business model comme un autre. OK. Moi, je ne suis pas là pour critiquer ou quoi que ce soit. Mais c'est quelque chose à prendre déjà en considération aujourd'hui quand vous voulez investir sur un téléperformance. OK. Donc, on continue. Ça sera une vidéo assez longue, hein, je vous préviens. D'accord? Parce qu'aujourd'hui, je veux répondre à tous ceux qui bavardent souvent quantitativement sans toutefois aller regarder derrière. Donc, quelles sont les prévisions de croissance globale pour ces marchés-là? Donc, regardez toujours ici, le marché dans sa globalité, est-ce qu'il est en croissance ou en décroissance? L'externalisation ici des services à la clientèle n'est pas en décroissance, il est en croissance. Quand bien même vous allez enlever ici, vous allez prendre en considération l'intelligence artificielle, il me semble que ce marché-là sera toujours en croissance. Sauf si vous pensez qu'on n'aura plus jamais de service à la clientèle avec des vraies personnes au téléphone. Et encore, ça c'est en sous-estimant la capacité d'adaptation des entités comme Téléperformance. Parce que ça ne se voit pas dans les chiffres. Ça se voit ici si vous connaissez la compagnie, si vous connaissez à peu près la compagnie, le secteur d'activité, et si vous avez à peu près un historique de ce qu'elle a eu à faire par le passé, dépendamment ici de la venue d'une nouvelle technologie qui mettait en danger son business model, entre parenthèses. Et je parle également pour Worldline. Worldline ici, on va en parler plus bas, ne vous inquiétez pas. Donc, il est important de noter que les marchés verticaux sur lesquels l'entreprise est en concurrence, administration publique, finance, consommation, communication, et le pourcentage de revenus pour chaque marché que chaque marché représente. Donc, comme vous allez voir du téléperformance ou bien pour Worldline, on est dans quel genre de type de marché? Finance, oui. Consommation, oui. Quel type de consommation? Communication, oui. Quel type de communication? Par exemple, Worldline, une grosse partie de ses revenus ici dépend également du secteur aérien. Donc, ça dépend du tourisme. OK? Ces informations permettront d'évaluer l'impact probable des facteurs macroéconomiques ou des risques spécifiques au marché sur l'entreprise. OK? Donc, si on est trop dans la consommation discrétionnelle, il est normal qu'on soit impacté en date d'aujourd'hui. Alors, les différents segments de marché dans lesquels évolue l'entreprise doivent être évalués en fonction du degré de concurrence dans chacun d'entre eux. Y a-t-il beaucoup de petits concurrents ou quelques grandes entreprises disposant de ressources importantes? Je parle de Worldline. Identifier les concurrents. Est-ce que vous l'avez fait? Quelle est la différence entre PayPal, Adyen, Worldline? Est-ce que vous connaissez la différence? Est-ce que PayPal est un concurrent direct
à Worldline? Est-ce que Adyen fait la même chose à Worldline? Je vais vous expliquer une chose. En fait, le secteur des paiements en ligne, et vous allez voir, je vais terminer, c'est parce que ça vient sur cette partie-ci. Donc, qui sont les principaux concurrents? Comment l'entreprise se situe-t-elle par rapport à eux et quels sont ses avantages particuliers? L'un des avantages possibles est la taille. Dans le secteur de data processing, c'est la taille. Même au niveau des externalisations, la taille est importante, qui constitue une barrière importante à l'entrée dans le sous-secteur du traitement des données et des services externalisés. Donc, la taille est un élément important. OK? Alors que les grandes entreprises disposent de vastes ressources, dominent la plupart. Donc, alors que les grandes entreprises disposant de vastes ressources dominent la plupart des segments de la sous-industrie du traitement des données et des services externalisés, il existe des poches de croissance pour les petites et moyennes entreprises. Donc, il convient donc de tenir compte de la taille d'une entreprise par rapport à ses concurrents. Donc, vous allez voir ici que Adyen a réussi à percer tout simplement parce qu'ils offraient un service ici que d'autres entités comme Téléperformance, excusez-moi de toujours appeler Téléperformance, d'autres entités comme, comment elle s'appelle encore, comme Worldline n'offraient pas du tout. Parce qu'Adyen fait à peu près la même chose que Téléperformance, mais en ligne. Uniquement. Même pas uniquement. En ligne, premièrement, et maintenant de plus en plus offline. Donc, dans les magasins directement avec un terminal. OK? Donc, ce que Worldline pouvait faire en ligne, avec le, comment on appelle ça? En offline, en passant par un terminal, etc., c'est la même chose c'est la même chose que Adyen a commencé à faire en ligne. Une fois qu'elle a terminé en ligne, elle faisait uniquement en ligne. Après ça, elle s'est retrouvée en train de faire ça offline. Donc, les deux sont complémentaires. Mais l'avènement ici des services en ligne, du e-commerce ici, a entraîné ici l'éclosion de petits concurrents qui ont identifié des niches et ont commencé à accélérer sur celles-là. Les niches qui étaient ici, certaines niches ici qui étaient à peu près négligées par d'autres entités. Par les entités, on va appeler par les legacy, on va les dire comme ça. Surtout également parce que ce segment-là il était à peu près, comment on appelle ça, très segmenté. Il y avait trop de concurrents. Mais en Europe, les principaux concurrents sont à peu près les grosses banques. Et les banques ici ont tendance ici à se départir de plus en plus de ce segment-là. Parce que ça leur coûte de plus en plus cher. Et en réalité, elles savent clairement qu'il vaut mieux être de plus en plus grosses dans ce segment-là. Et elles n'ont pas le choix que de faire des alliances stratégiques. Je pense que pour comment on appelle ça? Crédit Agricole, c'est près de 100 milliards en termes de volume de transactions. Le nombre de transactions, je pense bien, 100 milliards, 117, juste en France, si je ne me trompe pas. Ce n'est pas 1 milliard de dollars, hein, c'est en termes de volume, en termes de transactions. Donc, c'est beaucoup. C'est énorme. OK? Donc, il y a un potentiel de croissance à ce niveau-là. Mais également, il y a la concurrence. C'est un marché qui est en pleine ébullition. Des entités comme Stripe sont arrivées. Elles ont trouvé des entités comme PayPal. Adyen est arrivé, ils ont trouvé des entités comme PayPal. Comment on appelle ça? Les entités, il y a également des entités comme Block, qu'on appelait Square avant, qui est arrivé. OK? Donc, ce marché-là est en pleine ébullition. Il y a énormément de changements. Est-ce que Téléperformance va mourir? Non, excusez-moi. Non, Téléperformance ne va pas mourir également. Est-ce que Worldline va mourir? Non, pas du tout. Et pourquoi est-ce que je le dis? Regardez la taille du marché. Regardez les compétiteurs. Et regardez à peu près la dynamique sur les dernières années. Pourquoi est-ce qu'il y a beaucoup d'acquisitions, de fusions et d'acquisitions? Quel est le raisonnement derrière? Est-ce que c'est terminé? Pourquoi est-ce que Worldline est favorisé en Europe? Ça a également un lien avec la sécurité des données. Les Européens sont mal à l'aise ici à donner ici le contrôle de certaines données ici aux entités nord-américaines. C'est pour ça que Worldline aura tendance peut-être à être un champion demain. D'accord? Vous avez vu ici, le partenaire avec Crédit Agricole a posé beaucoup de questions au niveau ici de la régulation. Mais c'est passé crème parce que voilà, ça reste une entité européenne. Donc ça également, il faut le voir. C'est également un avantage. Pourtant, si il y avait une entreprise comme Global Payment qui avait fait ce partenariat-là avec
avec Crédit Agricole, ça n'aurait peut-être pas eu le même aboutissement. Là, ou bien la même conclusion. D'accord? So, on continue. Le management est un autre facteur qualitatif important. Un investisseur peut découvrir des indices sur l'équipe de direction en examinant son parcours. Qui est le PDG de Téléperformance? C'est avant tout un entrepreneur, non? C'est lui qui a bâti l'entreprise, oui ou non? Est-ce qu'il y a plus long terme que lui? Maintenant, comparez ça avec le PDG de Worldline. Je ne dis pas qu'il est mauvais. Hein. Parcours, ENA, parcours, travail dans l'administration en France, directeur de cabinet, je ne sais pas de quel ministre là-bas. Après ça, boum, Atos. De Atos ici, il gère à peu près le spin-off ici comment on appelle ça? Il gère le spin-off ici de Worldline qui appartenait à Atos. Et comme on dit, la culture d'entreprise. Est-ce que Worldline a gardé la même culture d'entreprise qu'avec Atos? J'en sais rien. Bref, un spin-off ici, il devient PDG, etc. Il arrive à se départir totalement ici de l'influence ici d'Atos, etc. On a vu un parcours assez correct. Concrètement à ce que les gens peuvent vous dire ici, je pense que le parcours de cette compagnie-ci était assez correct à mon avis. Quand on prend WLN, et je vais regarder le parcours ici, pas le prix de l'action. Le prix de l'action, c'est après. Ce qui nous intéresse avant tout, c'est la croissance des revenus, le maintien des marges brutes, net, EBITDA, la gestion rigoureuse de la dette, de l'endettement. OK? So, revenus, c'est bien. Marge brute, c'est très très bien. Marge EBITDA, bon, là on se questionne. On a une accélération sur les derniers mois ici, mais bon, on peut se dire la pandémie est passée par là, etc. Mais là, on se questionne quand même sur les derniers mois. OK? En moyenne, on était sur du 19%. Là, on a à peu près quoi? 18, 71 par là. Mais ça va, c'est correct. Le nombre d'actions, est-ce qu'il a augmenté ou diminué? Il a augmenté. Merde. Mais pourquoi? Parce que s'il n'y a pas le pourquoi derrière ici est très important, il est plus important même que le nombre d'actions qui augmente. Pourquoi ici? Parce qu'on a fait plusieurs acquisitions. OK? On a fait plusieurs acquisitions ici. Et en supplément de ça, est-ce que les bénéfices nets par action ont augmenté ou diminué sur toute cette période-là? Et c'est ça qui est important. Ils sont cotés ici en bourse depuis 2015. Donc, si on prend les 10 dernières années ici, donc disons, si on prend depuis 2015 ici, on a une croissance du bénéfice net par action. Croissance du bénéfice net par action. Il est en croissance. Est-ce que la croissance est la même ici? Donc, quand on prend ici normalize. Est-ce que je cherche la croissance? Non, je cherche la croissance ici. CAGR, EPS normalize, CAGR ici. Parce qu'il faut comparer ici le volume de croissance du revenu avec le volume de croissance ici des bénéfices nets. Bon, je les prends ici en volume ici. Je le prends sur les 10 dernières années. On va le faire simple. C'est 18% de croissance sur pour les bénéfices nets. Alors que ici, si je prends les 10 dernières années pour les bénéfices, c'est 14%. Sur les 5 dernières années, 23% en moyenne. Et ici, pour les bénéfices nets sur les 5 dernières années, 31%. Les bénéfices nets croient plus vite sur les 5 dernières années par rapport aux revenus. C'est intéressant. OK? Donc, ça veut dire que l'entreprise devient de plus en plus efficiente quelque part. Mais est-ce que c'est durable? C'est la question qu'on se pose également. OK? Il y a de grandes chances que ce soit durable. Déjà, on va se dire une chose, cette compagnie est extrêmement sous-évaluée aujourd'hui. Racontez ce que vous voulez. Je ne vous encourage pas à y investir aujourd'hui. Je vous encourage à aller lire les rapports financiers. Parce qu'il y a la seule chose qui va vous aider à tenir ici, c'est la compréhension de ce business. D'accord? Il serait aberrant. En fait, elle est pricée là comme si elle allait mourir demain, ou bien le business model n'avait pas de sens. Les profit warnings, ça existe. C'est pas la fin du monde non plus. OK? Mais ça pose des questions par rapport au management. Parce que cette information-là, elle savait déjà depuis. Et je n'ai même pas encore parlé de l'Allemagne, parce qu'ils ont terminé des contrats ici de certains ici commerçants. Je pense que c'est près d'un millier ici. Donc, il y aura un impact de près de 100 millions ici, d'ici 2024, un truc comme ça. Mais la raison pour laquelle ils ont terminé ces contrats-là, c'est parce que la BaFin,
qui est un organisme de régulation en Allemagne, leur a demandé, a exigé à ce que ce soit fait. Parce qu'il y avait de la fraude quelque part. Bref, il y avait des éléments, des paiements frauduleux quelque part. Donc, ce n'est pas ici Worldline qui a décidé de le faire d'elle-même. C'est parce qu'on lui a demandé de le faire. Et c'est un analyste qui le révèle. Des bonnes questions. Vous les voyez dans les rapports financiers. Et le management vous dit ici que, mais voilà, il y a de grandes chances, il n'y a pas ce genre de problème dans le portfolio, il n'y en a plus. C'est ce qu'il mentionne. Mais ce management déjà nous donnait des perspectives ici avec des lunettes roses il y a quelque temps. Est-ce qu'on peut leur accorder le bénéfice du doute? Bon, en même temps, se dire ici que tout le portfolio ici de Worldline ici est frauduleux, c'est un peu exagéré. Mais voilà à peu près des éléments. OK? Donc, ça peut être également des questions par rapport à ce que Worldline fait même en interne, par rapport à la gestion du risque, à la gestion de la fraude. Est-ce qu'elle fait son travail? Voilà des questions à poser. Parce que si elle ne fait pas son travail, le PER, le bénéfice net de 2 ou je ne sais pas quoi, ça n'aura aucune importance. Ça, c'est quelque chose qui m'est resté un tout petit peu en travers de la gorge quand j'écoutais les conférences call. Et je ne suis pas actionnaire de Worldline, hein, mais avant d'y investir, les questions que je pose aujourd'hui, là, ce sont des questions que j'allais poser. Moi, j'allais lire mes rapports financiers, écouter les conférences call. Je continue. Excusez-moi d'être aussi long, hein. J'essaie de donner le maximum. D'accord? Donc, ceux qui sont PC, mettez pause, lisez tout ça, d'accord? Et après, c'est passé à autre chose. Donc, quels sont ses antécédents en matière de satisfaction des attentes ou d'intégration des acquisitions? Et ce n'est pas pour rien comme intégration des acquisitions, parce que c'est un secteur en croissance. Quelles sont les satisfactions en matière des attentes? Est-ce que le management a l'habitude ici de livrer la marchandise? Donc, s'il dit ici qu'on aura 1, est-ce qu'on a 1, virgule quelque chose? Ou bien, d'habitude, quand il dit qu'on aura 1, il faut s'attendre à avoir moins que ça. Il faut faire attention à la parole du management. Je préfère est-ce qu'il y a un manager qui vous dit qu'on aura 1 et après on se retrouve à avoir 2. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on en a comme ça, par exemple, le manager ici de Constellation Software, qui est également une entreprise qui fait beaucoup d'acquisitions. Il a tendance ici à avoir des prévisions, des perspectives qui sont généralement très, très sous-évaluées. Il ne dit jamais la vérité. Et il n'extrapole jamais. Et c'est son habitude. Parfois, on dit, oui, mais pourquoi on aura moins? Il dit, le marché, je ne sais pas comment est-ce qu'il va se comporter demain. Il faut s'attendre à tout. Nous ne sommes pas dans un jeu vidéo, hein. Ce n'est pas un long fleuve tranquille. Aucune entreprise ne monte en ligne droite. Très souvent, les gens qui achètent des entités ici pensent que le marché, une fois que je l'ai acheté à 20 parce qu'elle est sous-évaluée, il faut être prêt à l'acheter même à 1. Dès aujourd'hui, tant que les fondamentaux restent solides. Et les fondamentaux ne sont pas que quantitatifs, ils sont également qualitatifs. Donc, si une entité vous intéresse à $200, elle devrait vous intéresser à $100. Tant que les fondamentaux restent les mêmes. Qualitatifs comme quantitatifs. Si elle ne vous intéresse pas à $200, ok, parce que les fondamentaux qualitatifs ne vous intéressent pas, il ne faut pas que vous allez vous l'acheter à $1 non plus. D'accord? Donc, c'est très important. Quand moi j'achète une entité, généralement, je m'attends à un moins 50 même à la fin de la journée. Ça ne me dérangerait pas du tout. Ça arrive, c'est normal. Tu n'achèteras jamais au point le plus bas. Tu ne vendras jamais au point le plus haut. Ça, c'est une évidence. Donc, acheter aujourd'hui, je m'attends à ce que ça baisse même demain. OK? Mais je n'achète pas pour acheter parce que ça baisse, non. Je vérifie toujours ma thèse d'investissement, je me questionne. Parce que le prix qui baisse là, c'est une information que le marché vous donne. Que, oups, la majeure partie des gens ici pensent que, voilà, cette compagnie-ci a des problèmes qu'elle ne pourra pas résoudre ici à court terme, mais nous, on passait à autre chose. Et vous, de l'autre côté, vous allez regarder, vous allez dire, oh non, les craintes ici du marché ne sont pas justifiées, je prends le pari, je décide ici d'aller dans le sens contraire ici du marché. D'accord? Et en me basant sur X, Y, Z éléments. Et ces éléments-là sont là, je vous les présente ici. Voilà à peu près quelles questions vous pouvez poser. Et ça, c'est rien du tout, hein. C'est une partie. Donc, depuis combien de temps les dirigeants travaillent-ils dans l'entreprise? S'ils n'ont pris le contrôle de l'entreprise que récemment, quelle était leur expérience antérieure?
Il est également préférable que les dirigeants possèdent des actions de l'entreprise. Cela permet de s'assurer qu'ils soient incités à faire ce qu'il y a de mieux pour les actionnaires, à savoir créer de la valeur. J'ai regardé ici la compensation du PDG. Pour une entreprise qui fait des acquisitions, je ne dis pas que c'est mauvais, mais quand je vois ici qu'on a omis de mettre le ROIC ou bien le ROCE dans la compensation, je dis ici, ça me fait, je deviens prudent. GPN, ils n'ont pas de ROIC ou bien de ROCE, hein, mais il faut garder la prudence à ce niveau-là. Se dire que dans un business qui fait des acquisitions, vous vous amusez à faire des acquisitions ici, c'est allouer du capital. Et si j'alloue du capital ici vers des unités qui ne sont pas productrices, ça va pas bien se passer. Donc pour ça également, vous pouvez vérifier pour Téléperformance, hein, si elle livre la marchandise par rapport à l'allocation du capital ici. On peut voir ici, Téléperformance, Whirlpool. Donc Whirlpool ici, on va regarder sur cette application, K-Ratio. Moi, je regarde le return on Tangible Capital Employed. Je préfère ça. Et vous voyez ici une chose, j'aime bien qu'il soit stable ou croissant. Et vous constatez que depuis 2020, 25%, 15%, 16%, il y a quelque chose de bizarre. OK? Et ça, c'est depuis 2020. OK? 2020. OK? Et quand je regarde ici, 2020, on était où? On était là. Et quand les ROIC, et quand cet élément se détériore, il faut prêter attention. Est-ce que l'entreprise n'est pas en train de faire de la croissance pour la croissance? Il me semble qu'on a fait l'acquisition d'Ingenico quelque part ici. Est-ce que c'était une sage décision? Si moi je vois des ROC, peut-être que je vais attendre des multiples de valorisation moins élevés que ça. Peut-être qu'aux alentours de $30, je n'aurais pas dû dire ici que, ça peut être intéressant. En suivant le ROCE. Le ROTCE. OK? Donc, au-delà des éléments quantitatifs qu'on présente généralement ici, ça c'est simplifié, on peut aller plus loin que ça. Faire des acquisitions, c'est allouer le capital. Et je prends peut-être un exemple ici, d'une entité qui fait également des acquisitions, que vous connaissez tous, à savoir LVMH. Vous constatez quoi? 22, 21, 27, 27, 30, 33, 28, 15, pandémie, 29, 36. C'est plutôt stable, ça augmente ou ça diminue? Premièrement, on a la stabilité. Vous comprenez donc pourquoi est-ce que ça va m'intéresser. Quand vous allez prendre une entité comme TEP, qui fait également beaucoup d'acquisitions. OK. Je mets ça là. 27, 27, 29, 29, 35, 37, 35, 24, 32, 37. Ça augmente, ça diminue. Quelle est la conclusion? OK. Je pense que vous connaissez. C'est d'abord stable. Et on aime ça. OK? Enfin, jusqu'en 2022, bien sûr. Donc, il faut toujours aller vérifier ce genre d'éléments-là, surtout pour les entreprises qui font des acquisitions. Et quand ton salaire n'est pas adossé à ça, moi, j'ai peur. Et vous voyez que depuis 2022, c'est pas trop ça. Je reviens ici. C'est pas terminé. Allons-y. Un like, un abonnement, un commentaire, ça fait toujours plaisir. OK? Depuis combien de temps les principaux dirigeants travaillent dans l'entreprise? S'ils ont le contrôle de l'entreprise, s'ils n'ont pris le contrôle de l'entreprise récemment, quelle était leur expérience précédente? Il est également préférable que les dirigeants possèdent des actions de l'entreprise, donc à savoir, parce que leur rôle est de créer de la valeur. Par exemple, sur Global Payment, l'ensemble de la direction détient ici 1% de la compagnie. 1%, 1,3%, quelque chose comme ça. Bon, vous pouvez dire ici que ouais, mais c'est rien, 1%. Mais je pense qu'à 1%, on est sur combien là? GPN, 1%, on est sur combien? 1% ici. Wow, quand même, hein? C'est beaucoup, hein? 3 milliards. On est à 30 milliards ici aujourd'hui. Voilà, c'est près de 300 millions par là. OK? 300 millions parce que 1% ici, c'est ça? Oui, c'est ça. 300 millions que le management détient. Quand le management, le board, donc tout le conseil d'administration. C'est quand même beaucoup. C'est beaucoup d'argent. Après, il faut regarder le salaire, hein, parce que je pense que le PDG de GPN, il s'en met plein les poches.
pense qu'on a une vingtaine de millions. Je pense que parfois, même certaines années, il a atteint plus que ça. En tout cas, c'est pas le même salaire qu'avec Worldline. Worldline, son salaire est petit. Et ce qui me dérange également, c'est que la partie variable, le variable ici de Worldline est moins élevé. Enfin, il est à 70%. Alors que, voilà, techniquement, sur le GPN, le variable est plus élevé que ça. Donc, ça veut dire qu'une grosse partie du salaire du management ici dépend des objectifs, de l'atteinte des objectifs. Tout est dans le DEU. Allez-y, regardez. En tout cas, ça sont les éléments qualitatifs. On vient de passer 50 minutes sur le qualitatif. Et voilà, grosso modo, c'est à peu près ça. Et le quantitatif derrière. Après avoir répondu aux questions qualitatives, il convient également de recourir à des éléments quantitatifs pour évaluer les perspectives de la société. Ces méthodes reposent sur l'analyse des états financiers de l'entreprise, notamment compte de résultats et bilan, ainsi que les flux de trésorerie disponibles. Parlons du compte de résultats, et ça c'est un exemple. C'est juste pris un seul exemple parmi tant d'autres. On va juste parler du compte de résultats ici. OK. Compte de résultats, première chose ici. Donc, le compte de résultats fournit des informations sur la solidité de l'activité actuelle d'une entreprise, notamment sur ses revenus, ses marges brutes et ses dépenses. La croissance des ventes d'une entreprise doit être comparée à la fois à ses taux historiques et à ceux de ses concurrents afin de se faire une idée de la croissance future possible et de l'évolution de la part de marché. Si des entreprises majeures si des changements majeurs sont produits, il est important d'en déterminer les raisons et de savoir s'ils sont susceptibles de perdurer ou de s'inverser dans les périodes à venir. Donc, quand vous regardez la croissance, ne regardez pas juste croissance. Pourquoi? C'est ça qui est important. Décroissance, pourquoi? Pour certaines entreprises de traitement de données et de services externalisés, les revenus proviennent souvent de contrats qui durent plusieurs années ou qui sont renouvelés de manière prévisible. Donc, Worldline fonctionne avec des contrats. Téléperformance également. Les informations relatives aux contrats, techniquement, c'est un peu abusé de ma part ici. Ça sera difficile pour vous d'avoir les vraies informations ici. Parce que c'est, carrément, comment on appelle ça? C'est un secret. Généralement, on ne les publie pas. Il sera très difficile pour vous de vous dire ici que on a signé tel contrat avec telle compagnie de tel prix avec tel marque. Non. Ce serait très difficile, voire même impossible. C'est pour ça qu'il faut faire confiance au management. Donc, on va se dire ici qu'on n'aura jamais la bonne réponse ici au niveau des informations relatives au contrat, en particulier leur durée et leur valeur peuvent aider les investisseurs à extrapoler les revenus futurs. Cependant, les clients sont souvent autorisés à renégocier les termes d'un contrat en fonction de la nature du contrat et des conditions du marché final, ce qui rend la prévision de flux de revenus futurs moins fiable. Elles peuvent renégocier. Parce que quelqu'un essaie de les débaucher. Oh, voilà ce qu'on me propose, etc. Ils font la même chose. Comment on fait? Ouais, ben si tu quittes le contrat, tu dois me payer telle somme. Ok, il n'y a pas de souci. Mais toi, tu perds un client. Donc, on peut avoir une force. C'est pour ça qu'il faut souvent regarder qui sont nos plus gros clients. Et ça, c'est une checklist thématique. Ce n'est pas une checklist d'ordre général parce qu'il y en a une d'ordre général. C'est ça que je vais partager dans comment lire les rapports financiers. Il y aura également une autre que je vais partager tantôt ici, qui est encore plus long que ça. OK? Donc, ne vous dites pas ici que, ouais, mais c'est trop long tout ça, etc. Je vous ai toujours dit, si vous ne voulez pas faire du stock picking, si vous n'avez pas de temps, ne faites pas du stock picking. Allez acheter des ETF. Ici, il faut prendre le temps de lire ces rapports financiers. Parce que quand on arrive à ce genre de variation, il faut garder la tête froide. Je sais, ce n'est pas aussi évident quand les sommes sont mises en jeu. Mais il faut vous poser les vraies questions derrière. Est-ce que c'est un business qui va mourir ou bien qui est en train de mourir aujourd'hui? Si c'est un business qui va mourir, quels sont les éléments qui me permettent de croire que c'est le cas? Si c'est un business qui va perdurer, quels sont les éléments? Est-ce que c'est parce qu'un YouTuber l'a mentionné? Non. C'est susciter l'intérêt et le questionnement. C'est à ça que servent ces vidéos. Ne l'oubliez jamais. Ou bien sur d'autres vidéos d'ailleurs. D'accord? On continue ici. Donc, pour d'autres, la croissance peut être évaluée, la croissance peut être évaluée en examinant de plus près les volumes de transactions, qu'il s'agit de paiements individuels ou de contrats à long terme conclus avec des institutions financières. Une croissance du volume des transactions autres qu'en espèces pourrait suggérer une demande plus forte pour les services de traitement de paiement, volume de transactions.
pas en espèces, mais quand on dit volume, c'est-à-dire qu'en termes de nombre de transactions. C'est ça que j'ai voulu dire. Donc, ce qui pourrait alors se traduire par une croissance positive du chiffre d'affaires pour les entreprises de ce sous-secteur. En passant, regardez le volume de transactions ici par carte. Généralement, l'augmentation. Dans ce volume de transactions-là, par rapport au total des transactions en Europe, vous pouvez aller chercher ces informations-là. Ce n'est pas quelque chose qu'on a inventé. Voilà des éléments macroéconomiques, par exemple, qui influencent positivement ce secteur-là. Regardez l'évolution de la pénétration quel est le taux de pénétration ici et son évolution le taux de pénétration par rapport ici au volume des paiements, des transactions. En termes de nombre de transactions et en termes de taille, nombre de transactions et également en espèces, en monnaie. OK? Donc, ce qui pourrait se traduire par une croissance du chiffre d'affaires pour les entreprises de ce secteur. Néanmoins, il est également important de prêter attention aux revenus nets par transaction d'une entreprise. Et là, on parle d'Adyen. Vous avez vu sur les derniers résultats financiers d'Adyen, le volume de transactions a augmenté, mais le nombre de transactions a augmenté, mais le revenu par transaction diminue. Ça veut dire que la concurrence, on a à peu près accordé des prix substantiels ici à nos clients. Ça peut être une stratégie ici pour rapidement ici prendre des parts de marché, mais une stratégie ici basée sur le prix ne marche jamais pendant très très longtemps. C'est la raison pour laquelle il y a consolidation. Car une diminution de cette mesure pourrait annuler l'avantage tiré de l'augmentation du volume de transactions. Et ça touche, cette partie-ci parle d'Adyen. Ça prend également en considération Worldline, ça prend également en considération GPN. Donc, ce n'est qu'un exemple sur les éléments quantitatifs. Hein. C'est une partie. Et comme je dis, ce document-ci, c'est ici, parce que vous pouvez le recevoir ici. Alors, vous pouvez le télécharger sur, je pense, cette page-ci. En lien dans la description de la vidéo, ici, vous aurez ici une page ici vous permettant ici de pouvoir télécharger ce document-là. OK? Donc, vous pouvez aller le faire. Et normalement, ce document-là fait partie d'une longue liste. Et cette liste-là, elle est ici. Tous ces éléments, et c'est en anglais, excusez-moi, mais quand je prends l'information, je la prends toujours en anglais parce que quand je vais aller regarder peut-être sur Coifin, par exemple, Finance Services, etc., je sais ici que ça, c'est Data Processing. OK? Et le Data Processing ici, avant, il faisait partie ici du secteur industriel. Et je pense que maintenant, selon le GICS, parce que c'est selon cette dénomination-ci que je les ai classés. On peut le mettre ici, note de rappel. Data processing, voilà, plutôt au niveau de la technologie et l'information. Pourquoi je l'ai mis ici? Parce que vous allez remarquer une chose, c'est que les entités comme... je pense que c'est ça. Hein? Non, il faudrait que je reclassifie ça, c'est de ma faute. Parce que je sais que Mastercard avant, c'était technologie, etc. Mais ça a été reclassifié. Mais dans le data processing, vous avez également des entités des entités un peu comme ADP, Automatic Data Processing, qui est un peu plutôt ressources humaines, etc. Voilà, où est-ce qu'on va aller les classer ici? C'est peut-être un peu parfois compliqué. Donc, voilà, que ce soit la technologie, bref, on a cette information. J'ai à peu près étudié déjà ces entités-là et je pense qu'elles rentrent dans le data processing. Même pas que je pense, elles rentrent dans le data processing ici. OK? Donc, cette liste-ci, tous ces documents-ci, je les ai dans mes notes ici, dans mes carnets, par écrit, bien sûr. Ce n'est pas tapé à la machine, hein, pas du tout. Et je ne vais pas vous les donner gratuitement. Ça, c'est une dizaine d'années de lecture. À chaque fois que je lis un rapport financier, par exemple, dans le retail, je sais à peu près quel genre de retail, appareil, ou bien donc c'est tout ce qui concerne les vêtements, etc. Je sais à peu près quel genre de questions je vais les poser. C'est pour ça, par exemple, que quand je parlais avec... vous vous souvenez quand je parlais avec Léopold de Crocs, etc. Je sais que ce genre d'entité-là, parfois, c'est un effet de mode. Donc, il faut faire attention aux bénéfices nets actuels, etc. Donc, le management également est très déterminant ici. Et n'oubliez pas également que ça reste de la consommation discrétionnaire. OK? Donc, tous ces éléments-là sont ici. Restaurants, également là. Dans le segment des textiles, appareils, luxury goods, donc ça, c'est dans ce segment-ci, vous allez voir des entités comme... on va voir ici des entités comme Capri, ou bien comme
comment on appelle encore cette compagnie-là, Tapestry. OK? Donc, certaines nuances, même au niveau de la comptabilité, je les ai documentées ici. Évidemment, pour les avoir ici, il va falloir que je les retape sur la machine, etc. Donc, en réalité, je peux en produire pas 3, mais 2 par semaine. Et il y en a ici au moins une quarantaine. Parce qu'il y en a, par exemple, au niveau ici des finances, il va falloir que, par exemple, multinational bank, regional bank ici peuvent aller ensemble. Donc, on pourrait même réduire cette partie-là. OK? Mais c'est toujours bien de savoir qu'on a des US Regional Bank qui peuvent être sujets à des variations particulières. Mais voilà, on ne va pas rentrer également dans le détail précis, etc. Mais je sais que je n'analyserai jamais une compagnie dans ce segment-ci comme dans ce segment. Par exemple, une compagnie dans Media Entertainment ne s'analyse pas de la même façon comme Building Product. Les éléments ici qui nous tous sont différents. Donc, dans ces documents-ci, vous allez retrouver quoi? Quels sont les catalyseurs ici, les éléments qui influencent positivement comme négativement le business macroéconomique, quand on parle de macroéconomie ici. Maintenant, également, ici, vous allez retrouver les éléments qualitatifs et quantitatifs nous permettant ici d'analyser au mieux ces différentes entités. C'est en écrit, ce n'est pas des vidéos. C'est en écrit. Et tous ceux qui ont pris des formations ici, surtout le combo des 14 formations, ne vous inquiétez pas, tout ceci, vous l'avez déjà inclus. Donc, ce n'est pas la peine que vous essayez de l'acheter, d'accord? Tout ça va vous être remis dans le paiement, enfin, dans le service que vous avez déjà eu précédemment. Donc, OK. Donc, tout ceci, en lien dans la description de la vidéo, vous pourrez télécharger ce document-ci, comment analyser une entreprise dans ce secteur. Et vous allez voir ici que vous allez arriver à peu près sur une page comme celle-ci, hein, donc la page de Top Invest. OK. Donc, je vous ai envoyé tantôt ici un élément, une analyse ici sectorielle concernant ici le segment des... les compagnies ici dans le secteur du divertissement, ok, donc Disney, Amazon, etc. Bon, vous avez à peu près ce qui se passe ici en date d'aujourd'hui, sommairement, ok. Donc, vous pouvez également cliquer sur Top Invest ici, voir à peu près qu'on arrive sur une page pareille. Ça, c'est la Top Newsletter. Pour ceux qui veulent s'abonner à la Top Newsletter, prénom, nom, vous passez ici et boum, vous nous rejoignez sur la Top Newsletter. OK. Donc, également, les différents services qui sont ici. Rien n'est ouvert, hein, ça ne sert à rien de venir vous abonner ici. D'accord? Sauf sur celui-ci. En fait, pour télécharger le document que j'ai présentement sous les yeux, Data Processing on Outsourced Services, je l'ai mis en anglais. Faites la traduction, traitement de données. En fait, pour ceux qui ont peur de l'anglais, surtout pour ceux qui vont investir sur les entités nord-américaines ici, ou bien même si là, il faut lire en anglais, vous n'avez pas le choix que de faire l'anglais, de lire en anglais. Je ne peux vraiment pas faire, je peux pas vous mentir que vous n'avez pas le choix. C'est l'habitude qui va vous libérer. Donc, traitement de données ici, et externalisation, service d'externalisation si vous voulez. OK? Donc, vous avez ici, vous pouvez télécharger ce document-ci. Donc, celui-ci, vous pouvez le télécharger pour ceux qui le veulent. OK? Vous avez également ici une offre particulière pour ce service-ci. Et comme je l'ai dit, le temps est limité et les places également sont limitées. Donc, faites vous-même le décompte. 10 ans de notes en une fois. Ça vous permet de faire ceci. Quand je vais analyser une compagnie dans le segment des biotech, qu'est-ce que je dois aller regarder? Quelles questions je devrais aller me poser? Pas juste aller voir que, oh, on est en phase 4, etc. Non. Il y a peut-être d'autres éléments derrière. Peut-être qu'au niveau de la comptabilité, peut-être des partenariats par là. OK? Peut-être ici, on a des crédits d'impôt. Ah oui! Les crédits d'impôt. Surtout quand vous avez une perte, par exemple, de revenus. Par exemple, ces crédits d'impôt-là peuvent vous servir. On peut même les revendre parfois. Si je ne me trompe pas, il y a une entreprise ici qu'on appelle Green Bricks. C'est cette compagnie-ci. Green. Allez voir à peu près comment est-ce que David Einhorn a une norme de comment on appelle ça, de la compagnie. J'oublie toujours le nom de cette compagnie-là, son entité. Voilà. Là. Bref. Tapez Green Brick, Einhorn, d'accord, David Einhorn, j'espère que je le prononce bien, c'est le PDG ici je pense ici, j'oublie le nom de il a un hedge fund, j'ai oublié le nom de son hedge fund en fait, de Greenlight Capital, ok, allez-y voir comment est-ce qu'il a fait pour acheter cette compagnie ici. Regardez à peu près comment est-ce qu'on a utilisé les crédits d'impôt pour les racheter. On avait des pertes ici substantielles. Je pense que c'était plusieurs centaines de millions ici. Et ça nous a permis de faire l'acquisition d'une compagnie. C'est ça, en fait.
Parce que le crédit d'impôt, c'est quoi? C'est que voilà, si je dois payer des impôts ici de l'ordre de 100 millions, si j'ai un crédit d'impôt disons, de 100 millions, techniquement, je ne sais pas comment ça va s'arranger, j'aurai à payer moins d'impôts que ça. Je pense que ça va s'échelonner dans le temps. Et vous allez voir, généralement, ici, les entités qui sont en perte ici ont toujours également de la valeur quelque part. D'accord? Surtout si elles ont des crédits d'impôt. Donc, il faut toujours aller fouiller. D'accord? Donc, comme je l'ai dit, pour le segment, pour ce document-ci, le lien est dans la description de la vidéo, vous pouvez le télécharger. Pour la top newsletter, n'oubliez pas sur cette chaîne, pour le moment, sur Podia, je vais commencer, enfin sur la nouvelle plateforme ici, je vais commencer à prendre ici également, ici, vous pouvez vous abonner directement sur la top newsletter. Ne vous inquiétez pas, ceux qui ont reçu le courriel concernant l'analyse du secteur du divertissement ici, vous êtes déjà inclus dans la top newsletter. Vous n'avez pas besoin de vous abonner encore à nouveau. Mais si vous voulez télécharger cet élément-là, vous devez passer par le lien sur la plateforme. Donc, je vais le mettre ici en lien dans la description de la vidéo, en premier commentaire. OK? Et ça va vous donner, et vous aurez, quand vous allez y avoir accès, enfin, sur ce lien-là, ça sera uniquement celui-ci. Vous allez juste arriver ici, rentrer vos courriels, télécharger l'élément en question. Et pour ceux qui sont intéressés par l'offre en question est dans ce document. OK? Donc, pour ceux qui sont investis sur Téléperformance et Worldline, cet élément-ci pourrait vous aider à vous poser les bonnes questions. La partie qualitative, tout ce que j'ai mentionné, c'est exactement ça qui vient dans la partie qualitative. C'est la partie quantitative qui n'est pas entièrement mentionnée ici. OK? Ça peut vous aider également ici à faire vos propres recherches. Vous gagnez du temps. D'accord? Ça peut vous permettre de gagner, c'est pas moi, 2-3 heures, c'est déjà une bonne chose. C'est toujours mieux de commencer en ayant un plan plutôt que de commencer à l'aveugle. OK? Oui, on sait qu'on doit aller regarder qu'est-ce que l'entreprise fait, le revenu, etc. Mais il y a des questions particulières. OK? Ceci n'est que mon point de vue. Et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Un like, un abonnement, un commentaire, ça fait toujours plaisir. J'ai été assez long, je comprends, mais je ne voulais vraiment pas parler de chiffres ici aujourd'hui, au-delà de ce qui est proposé ici. Par exemple, sur Worldline, ça n'a pas changé. Les attentes n'ont pas changé ici, littéralement. Elles ont déjà été ajustées d'ailleurs, mais elles n'ont pas énormément changé non plus. Je l'achète ici aujourd'hui, c'est 25% de rendement. Et ce n'est pas un business qui va mourir. Oui, on aura un ralentissement, mais elle est également, par rapport à la dette ici, elle est très peu endettée par rapport aux entreprises dans son secteur d'activité. Si vous comparez à Nexi, ici, Nexi a une dette nette sur EBITDA de 4,7 fois les EBITDA, alors que le Worldline, c'est, en tout cas, par rapport aux derniers EBITDA ici, c'est à peu près 2,7 fois ou 2,5 fois les EBITDA par là. Elle a les moyens de repayer cette dette-là. Maintenant, il faudrait voir à peu près comment est-ce qu'elle est échelonnée dans le temps. Quels sont les taux d'intérêt qui payent dessus. OK? Donc, pour moi, Worldline et Téléperformance restent des entités intéressantes quantitativement. Qualitativement, ça peut avoir également du sens pour des gens pour des personnes qui comprennent ce business-là. OK? Donc, dites-vous que quand vous voyez, ouais, mais PER, dividendes, etc., c'est pas ça qui compte. C'est le questionnement derrière. OK? Et dès le début, je vous l'ai dit, questionnez, posez les questions. Posez les bonnes questions, vous aurez les bonnes réponses. Aujourd'hui, pour quelqu'un qui a acheté du Worldline à 20, 30 dollars ici, est-ce que ça veut dire que je dois vendre? Est-ce que je dois racheter? Tu ne peux pas répondre à cette question-là si tu ne comprends pas déjà cette compagnie. Ne l'achète pas si tu as des doutes. Si selon tes recherches, tu as des doutes, passe à autre chose. OK? Mais je continue à penser que cette compagnie-là est sous-évaluée. Quand bien même, ma véritable question ici, c'est au niveau du management. En réalité, c'est vraiment le management qui me pose un problème. Déjà que le management de Téléperformance me posait un problème, mais sur Téléperformance, je peux comprendre que le fondateur, personne n'a plus d'intérêt que lui à réussir à long terme. OK? C'était un peu comme avec Zuckerberg. Vous vous souvenez? Aujourd'hui, on n'en parle pas beaucoup, hein. Pourtant, on avait également un grow down ici de plus de 50%. Ça passe très vite, hein. Donc, lisez vos rapports financiers, les amis. Je ne sais pas je ne cherchez pas de réponse particulière de moi. Ouais, mais c'est 20 dollars, 25 dollars. Non, c'est plus le moment de regarder le prix. L'entreprise est sous-évaluée quantitativement. Maintenant, est-ce que qualitativement, tu penses que c'est le cas? Par rapport aux éléments, je t'ai donné à peu près 2-3 éléments à aller regarder ici. Pose-toi des questions par rapport à ça. Regarde la taille du secteur dans le data processing. Est-ce que tu comprends ce que cette compagnie s'y fait? Quelle est la valeur ajoutée qu'ils offrent aux marchands? Quelles sont les perspectives de croissance ici? Les qui détiennent les volumes de paiement en date d'aujourd'hui? Quelles sont les premières entités en termes de volume?
Et pourquoi est-ce qu'il y aura consolidation? Pourquoi et comment est-ce que tu penses que Worldline va avoir tendance à réussir? Est-ce qu'ils peuvent concurrencer Adyen? Quel est le tech rate ici qu'ils ont? Donc, sur chaque transaction, ils prennent combien? Combien est-ce qu'ils se rémunèrent? Est-ce qu'il y a un prix fixe plus un variable? Voilà des questions. C'est ça, investir. Hein? C'est pas autre chose. On passe plus de temps à lire que de regarder des chiffres. Et je sais que quand on lit ici, parfois, si on ne sait pas par où commencer, ça peut causer des problèmes. Donc, en tout cas, vous avez la solution, à vous de faire ce que vous voulez. D'accord? Maintenant, la balle est dans votre camp. On va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. D'accord? Un like, un abonnement, un commentaire. Ça fait toujours plaisir. OK? Merci.